Coucou toi, et bienvenue dans Le Canap, le podcast des personnes aussi inspirantes que fabuleuses. Je reviens cette semaine avec un nouvel épisode un peu spécial, car le témoignage d'aujourd'hui se divise en 2 épisodes. Tu as le droit à la première partie de cette interview cette semaine, et à la partie numéro 2 la semaine prochaine. Cette semaine, je viens te présenter Arsène. Arsène, j'ai eu la chance de le rencontrer cette année dans ma formation. On a pu discuter de plein de sujets intéressants, de sa passion pour le basket à sa relation avec ses parents, en passant par le fait qu'on lui ait toujours dit qu'il parlait beaucoup trop. C'était un vrai plaisir de discuter avec lui, son témoignage était super intéressant. Je tiens encore à le remercier. Je t'invite à suivre Le Canap sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles il est disponible, ainsi que sur YouTube et Instagram. Je te souhaite une très bonne écoute. Quel est le plus vieux souvenir que tu as de toi-même ? Moi ça va être rapide. Le plus vieux de souvenir que j'ai de moi-même c'était à 3 ans. Quand en fait c'est tout con mais c'est quand mes parents m'ont offert mon chat. Ouais. Une femelle qui s'appelle Amel. Et voilà, j'ai le souvenir parce notre hall était au rez-de-chaussée et toute la maison en gros était à l'étage. Et du coup j'ai le souvenir qu'ils m'ont mis devant la porte des escaliers, ils l'ont ouvert et là il y a un petit chaton de 2 mois qui est venu, qui s'est pas jeté dans mes bras parce qu'il avait juste peur et il faisait des tours partout, mais du coup c'est le plus vieux souvenir que j'ai. En tout cas, conscient, après, peut-être des flashbacks, je sais pas, des petites images, mais ça c'est gravé, je m'en rappelle très très bien. Ouais. Tu voulais un chat ? Genre ça faisait longtemps que tu le demandais et... Je sais pas si je le demandais à 3 ans, je sais pas si je le demandais déjà un chat, mais par contre, je sais que j'ai toujours été un amoureux des chats, donc ouais, franchement, je pense que je le demandais déjà. Je pense que j'étais pas en mode oui il faut que j'ai un chat, mais quand je voyais un chat à la télé je vais probablement m'émerveiller. Donc ouais, je pense que voilà. Ok. T'étais quel type d'enfant ? Pas problème mais problématique. C'est-à-dire ? J'attirais pas des embrouilles à mes parents, j'attirais pas de problème, mais j'avais un comportement problématique, c'est-à-dire que je faisais tout le temps j'étais tout le temps chiant et j'arrivais pas à m'empêcher de l'être. C'est-à-dire que j'avais une voix très aiguë, très stridente, et je parlais fort tout le temps, sans jamais m'arrêter. En cours, c'était la même chose. En cours, j'ai jamais su m'arrêter. Encore aujourd'hui, c'est impossible. Du coup, j'attirais pas des problèmes, mais j'étais vraiment... c'était une galère. À tenir, psychologiquement, ils ont été forts parce que je devais leur casser la tête. Qu'est-ce qui, selon toi, explique le fait que tu parles beaucoup ? Je suis pas à l'aise à l'écrit, je suis pas à l'aise avec le fait de retranscrire d'une autre manière qu'oralement en fait les choses. Donc l'oral pour moi c'est la meilleure manière de retranscrire parce que c'est là où tu vois le plus de choses, que ce soit dans les émotions, dans la sincérité. Et du coup, je me suis toujours dit que je devais tout faire à l'oral, que tout devait passer par l'oral. Et du coup, tout ce qui passe par la tête, là où des gens vont se dire je peux très bien le garder pour moi-même, moi je me disais non, il faut que je le fasse passer par l'oral. Du coup, je parlais. D'accord. Et je parlais tout le temps, pour rien des fois. Les matins, c'est ce qu'ils me disent maintenant, parce qu'à l'époque ils n'avaient pas à me le dire, mais les matins je me levais, on était au petit-déj, donc tout le monde a la tête dans le cul, tout le monde est crevé. Et moi j'arrivais, je disais mais vous savez que le Therizinosaurus il pouvait avoir des griffes qui atteignaient 70 cm et pourquoi le ciel il est bleu, il se disait mais pourquoi il fait ça pourquoi il fait ça, et moi je me rendais pas compte, pour moi c'était normal, ça me passait par la tête et du coup il fallait que je le dise. C'était juste une envie de communiquer. Pourquoi tu juges ça problématique ? Parce que des fois c'est trop. Moi je sais que je suis très bavard, mais moi-même une personne qui arrête pas de me faire suer avec des trucs soit qui m'intéressent pas ou soit qui m'intéressent, mais c'est trop quoi. Je sais que ça va m'énerver. Et je pense pas être différent des autres. Je pense qu'on est tous comme ça. Une personne qui te lâche pas, qui te parle non-stop, ça devient vite énervant. Et moi je sais, pour le coup, je sais que c'était problématique parce que mes parents ça les énervait aussi. Le nombre de fois ils m'ont dit mais stop, arrête de parler, arrête de crier aussi surtout. Juste laisse le jeu le roi du silence. Pour eux c'était pas un jeu, pour eux c'était une joie, c'était quelque chose. Et même ça je m'en foutais moi.
S'il me disait on joue au jeu du roi du silence, moi la première chose que j'allais dire c'était mais pourquoi il existe ce jeu? C'est qui l'a inventé? Donc voilà, voilà pourquoi c'était, je pense, énervant, c'est parce que ça nous énerve tous, c'est trop collant en fait. Ok. T'avais des frères et sœurs? Oui, Est-ce que t'as des frères et ouais, sœurs? j'ai un frère et une sœur, un grand frère Ouais. qui a 20 ans et une petite sœur qui a 11 ans. Ok. Et ils sont très différents de toi? C'est-à-dire ils sont Euh, plus calmes, plus discrets ou... bah, on est tous les trois différents. Donc mon frère qui a donc 2 ans de plus que moi, lui c'est le calme absolu. Ouais. Alors déjà à l'inverse de moi, il laisse rarement transparaître une émotion. Mhm. Il est très quand il va être content, il va dire oui je suis content. Quand il va dire il est triste, ça fait rien, ça me rend triste. Ouais. Voilà. Donc c'est impossible de savoir ce qui se passe vraiment. Et de l'autre côté, ma sœur qui est un peu comme moi, une boule de nerfs. Euh, Très bavarde aussi, avec une voix très stridente, qui crie beaucoup, mais, euh, mais qui sait plus se contenir. C'est-à-dire que elle, mes parents, enfin, c'est pas eux, elle réussit à plus se contenir que moi. Elle, au collège, par exemple, elle vient de rentrer au collège là, elle, ça va, ça se passe bien, elle a eu quoi, un ou deux mots dans le carnet, et franchement, c'est rien. Moi, des mots dans le carnet, j'en ramenais un tous les jours. Tous les jours, j'avais un mot dans le carnet. J'arrivais toujours à me débrouiller pour pas avoir l'heure de colle parce que j'ai jamais été insolent, j'ai jamais été irrespectueux, ça c'était contraire à mes valeurs. Mais c'est juste que les profs, c'est pas parce que t'es pas insolent qu'ils peuvent pas te mettre un mot. Et moi, juste pour me calmer sur mon bavardage, ils mettaient un mot. Mais je n'ai jamais pris une seule heure de colle pour des bavardages. J'ai toujours pris que des mots dans le carnet, en mode voilà, on veut pas être méchant avec toi, Arsène, parce que tu le mérites pas, parce que t'es pas insolent, mais t'es juste bavard. Et ma petite sœur, elle a réussi à se contenir en cours, elle a réussi à être plus attentive, ce qui n'était pas forcément mon cas, enfin c'était différent. Et du coup, ouais, je dirais qu'on est tous les trois différents. Je dirais que ma sœur, c'est le juste milieu entre mon frère et moi. D'accord, ok. Voilà. Euh, Est-ce que enfin, ça t'a fait quoi d'avoir un modèle de grand frère? Enfin, un modèle, genre juste un grand frère en fait, beaucoup plus calme et discret. Est-ce que tu penses peut-être construit en opposition ou alors ça n'a rien à voir? Bah, je pense, ouais, du coup, je pense que je me suis construit en opposition. Parce que. Et je pense qu'en fait, lui aussi, parce que. Donc, on n'a pas. Bon, je dis qu'on a 2 ans d'écart, mais enfin, je suis né en 2001 et lui en 2000. Mhm. Du coup, alors ce qu'il dit, il est début 2000, il est février, moi je suis décembre 2001, donc ça fait quasiment 2 ans. Mais je pense que lui aussi, du coup, il s'est un peu construit en opposition, parce que mine de rien, à 2 ans, c'était là qu'il a commencé à se construire, hein, quand je suis né. Et du coup, je pense qu'on s'est tous les deux construits en opposition en se disant, bon, bah, si toi t'es la personne calme, moi je vais être la personne un plus. C'était inconscient, évidemment, on se le disait pas, hein. Mais voilà, ouais, je pense qu'il s'est dit, voilà, moi je vais être la personne un peu plus calme, et voilà, toi tu vas être personne un peu plus chiante, mais qui parlera plus du coup. Ouais. Voilà, moi je resterai Elliot plus dans son coin, et plus solitaire. Voilà, c'est quelqu'un qui va pas forcément beaucoup parler, contrairement à moi qui a aucun problème à communiquer avec mes parents. Elliot, c'est plus différent quand même. Ok. Et ça t'a fait quoi d'être dans ce rôle de la boule de nerf, la boule d'énergie? Bah moi j'ai kiffé. Moi je regrette rien de mon comportement. Je suis bavard, des fois moi-même je me rends compte, je me dis il faut que je m'arrête, là ça va trop loin. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que bah, quand t'es petit tu penses pas forcément. Mais ouais, je me suis vraiment dit que c'était cool, moi j'aimais parler, et je voyais pas d'inconvénient à parler, j'étais une boule de nerfs, mais j'étais une boule de nerfs et du coup je pouvais être ami qu'avec des boules de nerfs. Alors j'ai jamais trouvé de problème. Du coup je me suis toujours dit si une personne, par exemple moi les personnes trop calmes, enfin même les personnes trop sérieuses, trop chiantes, et bah du coup je savais que ça allait pas devenir mes amis. Et je sais qu'il me fallait avec moi une autre boule de nerfs, enfin d'autres boules de nerfs. Et du coup ça a créé le fait que du coup je me suis pas remis en cause à proprement parler sur mon comportement. Et une fois de plus, je me suis pas remis en cause aussi parce que je savais que c'était pas non plus j'étais pas du coup un problème. Mhm. J'avais des comportements problématiques dans le sens où il fallait quand même régler certaines choses, ça aurait été mieux, hein, mais j'étais pas un problème. Du coup, je me suis dit que ça servait à rien de se dire il faut que je change toute ma manière d'être, il faut que je change, faut plus que je sois la même personne. Donc c'est pour ça que ça m'a plu d'être une boule de nerfs. C'était quelque chose qui m'allait bien. Je trouve que ça collait bien avec ce que j'avais envie d'être.
Est-ce que il y avait d'autres personnes que tes parents qui te le faisaient remarquer? Genre ça s'est passé comment en fait l'entrée à l'école? Euh, L'entrée à l'école, alors en primaire, j'avais des. En fait, si c'était pas mes parents, si c'était pas mes parents, c'était. Non, je vivais trois choses. C'était soit je vivais à la maison, je pars de là pour tout ce qui est un peu plus jeune, hein. C'était soit je vivais à la maison, soit je m'entraînais au basket, soit j'étais à l'école. Et dans les trois, il y avait une personne désignée pour me. À la maison, c'était mes parents qui me le rappelaient. Aux entraînements, c'était les coachs, les entraîneurs, qui, pendant quand ils étaient en train d'expliquer quelque chose et qui c'est qui était en train de parler, qui écoutait pas ce qu'ils disaient, c'était moi. Et à l'école, c'était les profs. Les profs, voilà, tous les profs, il n'y en a pas un seul, ça n'est jamais arrivé de toute ma vie qu'un prof ne me fasse jamais aucune remarque sur mon comportement. Même les profs les plus cool, même les profs qui s'en foutent des cours, ils m'ont tous déjà dit au moins une fois une chose. Et du coup, voilà, donc c'était ces trois personnes, mais sinon, mes amis, ça a déjà dû arriver, hein, que mes amis me disent Arsène, c'est bon, on a compris. Ça, je le sais que c'est déjà arrivé, mais c'est pas ce qui me marquait. Mes amis, ils savaient comment j'étais, et si ça leur plaisait pas, ils pouvaient partir, ça me dérangeait pas. Voilà, j'étais pas en manque d'amis, je me considérais comme. J'avais pas des milliards, et si les gens n'étaient pas d'accord avec moi, ça me dérangeait pas de plus être leur ami parce que du coup on n'avait plus rien en commun. D'accord. Depuis toujours? Ouais, ouais, depuis toujours, ouais. Ouais, depuis toujours. C'était le. Ouais, ça a été ma mentalité, elle a jamais évolué. Je suis toujours. Ouais, je me suis toujours plu dans ça. Je suis pas quelqu'un. Je suis pas quelqu'un qui vraiment regrette. Pour le moment, si je devais dire que tout ce qui s'est passé là, c'est la première partie de ma vie, je serais quelqu'un qui, dans l'ensemble, changerait rien en fait. Cool, c'est grave bien. Ouais, C'est grave bah oui, je positif. sais. J'ai cette chance de pouvoir me dire qu'il n'y a rien à changer. Il y a des choses que je voudrais changer. Mais je me dis, si ça devait avoir un impact et que ça pouvait potentiellement changer les choses en moins bien, je pense que je serais pas prêt à prendre le risque. Je me dirais que ça me va, ça m'a aidé à me construire, tout ce qui s'est passé. Parce que du coup, j'ai eu une. Je sais que c'est une question que tu peux poser, que tu demandes est-ce que tu as eu une enfance. Est-ce que tu considérais comme Ouais, enfant heureux? c'est le truc en général. Et bah, moi, je répondrais oui. Je répondrais oui, je suis heureux parce que j'ai jamais eu à me confronter à des. J'ai eu des gros problèmes, mais pas des problèmes qui font que j'ai à regretter tout ce qui s'est passé. Euh, je pourrais t'en parler si tu veux, plus de toute façon je sens que ça va pas être difficile d'arriver dessus, mais voilà, non, moi je me plais, je me plais là-dedans, je me plais dans ce que je suis, dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai été, donc ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui il y a certaines choses, voilà. Même s'il y a certaines choses que je voudrais quand même changer, dans la majorité des trucs, je me dis que j'ai bien agi, quoi. Est-ce que tu fais souvent des bilans en fait? Tu te dis ok, on va faire un bilan de comment je me sens, de ce qui s'est passé, de comment je ressens ce qui s'est passé. Alors ouais, ça oui, ouais, je fais souvent des bilans, une sorte de bilan interne en fait, Mhm. de bilan interne, où se dire bon, si tu devais faire un point sur ta vie, Mhm. tu dirais quoi, tu te situerais où? J'essaie de mettre un peu des cases, des catégories. Mhm. Je me dis allez, au niveau santé, comment tu te sens, au niveau relation amicale, relation familiale, relation amoureuse, tout ça, comment tu te sens? Je fais le point, mais j'essaye de quantifier un peu ça, ou essayer de me dire voilà, où est-ce que ça pêche, où est-ce qu'il faut que je règle certains problèmes le plus urgemment, tu vois. Mhm. Et ouais, donc c'était sorte des bilans. Je saurais pas dire que tous les combien je faisais. Pour moi, je pense que c'était pas régulier. Je pense que c'était souvent après des événements Ouais. qui font que tu te dises là, ce serait bien de se poser et de se demander un peu où t'en es. Mhm. Donc ça devait pas être régulier, mais ouais, que j'en ai déjà fait des bilans comme ça. Cool, c'est bien. Et est-ce qu'on t'a aiguillé, est-ce qu'on t'a aidé, on t'a accompagné là-dedans, ou c'est un truc qui est naturel et que tu faisais sans qu'on t'en parle avant en fait? Non, c'était totalement naturel. Et ça, c'est un problème pour le coup. J'ai toujours. J'ai jamais aimé être aidé en fait. Mhm. J'ai jamais aimé que quelqu'un me dise. Euh, Pas forcément ce que je dois faire, mais même rien que me donner un conseil. Des fois, c'est même pas au point où j'écoutais le conseil et je m'en foutais. C'était au point où je n'avais même pas envie d'écouter le conseil. Parce que j'avais peur que le conseil m'influence et je voulais pas qu'on m'influence, je voulais réussir tout seul. J'ai toujours eu Ouais. cette mentalité de
Il n'y a pas intérêt à m'aider, je suis capable et je vais le faire, je vais réussir tout seul. Ce qui n'est pas une bonne mentalité du tout parce que je suis pas un dieu et c'est impossible de tout réussir tout seul. Et du coup, et forcément, ça m'a forcément coûté cher dans certaines situations de ne pas, de pas avoir voulu avoir de l'aide. Mhm. Et du coup, non, personne m'aidait parce que c'est déjà que j'aimais pas qu'on m'aide, je risquais pas d'aller en demander quoi. D'accord, ok. Ouais. Tu penses avoir est-ce que tu te donnes de la légitimité à faire les choses? Euh, ouais, en fait, ouais, je me donne de la légitimité dans le sens où il y a certaines choses où je sais que quand j'y réfléchis et que je me fais plein de possibilités dans la tête, ça me prend du temps et quand j'arrive à une conclusion, je me dis que ma réflexion, c'est ça qui me donne ma légitimité de donner mon avis. Y a- c'est con, c'est comme pas possible parce que je suis personne pour être légitime sur quoi que ce soit. Mais je sais que ça m'a toujours. Je me suis toujours dit, allez, avec tout ce que je viens de faire comme réflexion, tout ça, je dois, ça doit bien être légitime ce que je vais dire, quoi. Ça doit bien avoir de la valeur. Je me suis toujours dit que si je mettais du temps à penser à quelque chose, c'est que ça allait avoir de la valeur. Alors que, Pourquoi tu trouves que c'est con de se donner de la légitimité? bah, parce que j'ai appris. Bah, j'ai appris à me. Moi, j'ai été élevé dans on t'aime, tout ça, mon fils, mais une vie. Ma mère qui me disait, à mes yeux, ta vie vaut plus que celle de n'importe qui. Enfin, celle de mes enfants, hein, pas moi plus que mes autres frères et sœurs. Mais n'oublie pas que dans une situation dans la réalité des choses, ton avis il vaut autant que celui d'une autre personne. Ouais. T'es pas. Voilà, j'ai été élevé, faut être humble. Mhm. Faut être humble, faut pas avoir la grosse tête à croire qu'on est le meilleur. Et du coup, à chaque fois que j'avais ce sentiment, en même temps, je ressentais de la légitimité et en même temps, je ressentais de la culpabilité à me dire que je pouvais me sentir légitime parce que j'étais personne pour pouvoir donner mon avis et surtout penser que mon avis valait mieux que celui d'un autre. Et ça, c'est un problème que j'ai toujours aujourd'hui, où certains trucs, je me dis, non, non, mais là, clairement, lui, il raconte des conneries, c'est moi qu'il faut écouter. Je vais pas le dire comme ça, mais parce que je me dis, reste humble, t'as pas à le dire, mais je peux pas m'empêcher d'y penser des fois, non, non, là, je sais que j'ai raison, quoi. D'accord. Mais alors, c'est drôle parce que pour moi, le fait d'être humble et se donner la légitimité, c'est deux choses. Enfin, les deux sont Mm. pas incompatibles en fait. Je pense pas. Enfin, je trouve que c'est super positif en fait que tu te donnes ta propre légitimité parce que c'est quand même un truc courant en fait de ne pas se donner sa légitimité et du coup ça Mm. fait qu'on l'attend de quelqu'un d'autre et ça fait que t'avances pas dans la vie en fait Oui. si t'attends la légitimité de quelqu'un d'autre. Donc je trouve que c'est grave positif et le fait que ben tu sois conscient du fait qu'il faut pas que ta légitimité soit enfin ta parole soit supérieure à celle des autres mais que ta parole compte en fait qu'elle est au moins autant que celle des autres Mm. et je trouve que c'est grave cool parce que habituellement je trouve qu'on a tendance à se déprécier et à se dire que sa parole elle a moins de valeur que celle des autres Mm. donc bah, c'est super cool et enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on t'a appris à considérer ta parole ou tu l'as appris tout seul. Je l'ai appris tout seul. Et je l'ai appris tout seul, mais je l'ai appris tout seul, mais grâce aux autres. Mhm. En fait, c'est compliqué parce que moi, du coup, c'est toujours le cas aujourd'hui, quand je suis né comme tout le monde, un gosse de la même taille, le même poids que tout le monde. Mais là où j'ai commencé à me sentir un peu différent des autres, c'était en CP. Parce qu'en fait en CP quand on a commencé les cours c'est là en fait j'ai pas de souvenir de la maternelle, j'en ai aucun. Je me rappelle même pas je me rappelle très rapidement de ma école maternelle des flashbacks mais rien de concret. Mhm. Et c'est vraiment le CP où j'ai des souvenirs et le souvenir qu'en CP c'était j'ai commencé à sentir une grosse différence parce que les gens ont commencé à je voyais des adultes parler de ouais votre fils tout ça faudrait peut-être le changer d'école. Euh, Enfin, c'est pas que j'entendais dire, mais je savais qu'il y a des gens qui se posaient des questions sur le fait que j'avais des facilités. Mhm. Pas, C'était surtout de la mémoire en fait. J'avais une grosse mémoire et je savais déjà faire un
nombre de choses en CP qui faisaient que j'aurais pu ne pas aller en CP et en CE1 et rentrer en CE2 quoi. Ouais, d'accord. Voilà, j'ai appris à lire, tout seul. J'ai appris à calculer tout seul. J'ai pas demandé de l'aide à quelqu'un. Pour lire, je lisais très vite des gros livres, des trucs de 500, 2000 pages. Alors que je commençais à peine à lire. Je m'intéressais pas aux petites voitures. Je regardais Cars, ça me plaisait. Et derrière, moi, j'allais lire des livres sur la mythologie grecque, sur les dinosaures. C'est ça qui m'intéressait, moi, quand j'étais petit. Forcément, pour trouver des sujets de discussion avec les potes, c'était pas facile. Mais encore une fois, j'arrivais quand même à trouver des potes, des boules de nerfs qui, comme moi, juste. J'étais là, je dis ouais, machin, je parlais de mythologie grecque, puis après, ça partait dans tous les sens. C'était pas un problème, j'arrivais quand même à me faire des amis. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Et du coup, ces facilités ont fait que je me suis jamais senti à l'aise dans le système scolaire. Euh, et encore, je le suis toujours pas aujourd'hui parce que, en fait, la réalité des choses, c'est que ça n'a- et encore aujourd'hui, même dans le DUT, ça n'a, dans toute ma vie, jamais été difficile. J'ai jamais été confronté à la vraie difficulté. Il y a une fois où j'ai été confronté à la difficulté, c'est quand j'ai fait un bac blanc de SVT. Alors, moi, quand je suis allé en S, j'ai fait S, j'ai demandé SSI parce que je détestais la SVT, je trouvais ça chiant, j'avais pas envie. Et en SSI, en fait, je me suis rendu compte que vu que j'étais au centre de formation de basket, l'emploi du temps collait pas avec mes entraînements, je pouvais pas m'entraîner, tout ça. Et j'ai dit, et puis il y avait un prof qui me détestait, et je me suis dit, je vais pas me retaper une année avec lui parce qu'il m'avait bien humilié l'année d'avant. Et je me suis dit, non, non, il faut que je change de classe. Et du coup, je suis allé en SSVT. Résultat, bac blanc de l'année qui suit, 5 au bac blanc sur 20. Et là, ça, c'est la première fois que je me suis dit, bah merde, j'ai raté. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, ça va pas du tout. C'était la première fois où je me suis dit, là, il y a un problème là. Du coup, au bac, j'ai eu 15. Là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas normal. Au bac, j'ai eu 15 en SVT. Parce que je me suis dit, non, ça doit pas m'arriver, ça, c'est pas normal. Et j'ai jamais travaillé en fait. J'ai jamais travaillé. Moi, quand je rentrais en cours, je bavardais. Les profs ils disaient: Oh Arsène, t'écoutes pas là, qu'est-ce que tu veux me dire? Et je leur récitais les trois dernières phrases qu'ils venaient de dire. Parce que je sais pas, inconsciemment ça restait. Tout ce qu'ils disaient, même si je faisais autre chose, ça restait. Et en fait, au début, ça a été. En fait, au début, ça je le refusais. Je voulais pas accepter parce que quand les gens venaient me parler, me dire: Oui, c'est bon, arrête de te plaindre, toi, t'as des difficultés, t'as des facilités, c'est facile pour toi les cours, tout ça. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, je suis heureux d'avoir ça. Je le prends et je prends ça comme un cadeau. Mais au début, je le refusais. C'est un jour, je me rappelle très bien d'une discussion avec ma mère où j'étais donc, je sais plus, j'aurais pu dire pourquoi, mais j'étais en pleurs, j'étais triste pour une raison quelconque. Et ma mère m'a dit, écoute, c'était par rapport à une personne, je sais pas qui c'était, qui m'avait fait quelque chose. Et ma mère me dit, écoute Arsène, tu sais que t'es spécial. Si la personne n'est pas capable de se rendre compte en face, c'est son problème, moi je le sais, tout ça. Et moi j'ai répondu à ma mère, j'ai dit, mais j'ai pas envie d'être spécial. J'ai pas envie d'avoir des facilités. J'ai pas envie, parce que ça m'attire que des problèmes, ça m'attire rien de bien. Elle m'a dit, bah si, ça attire quelque chose de bien. En cours tu réussis, Je dis oui, mais je lui dis oui, mais en cours je suis pas épanoui. Je suis pas épanoui. Ça peut créer parfois pas de la jalousie chez mes potes, mais de l'énervement. Quand je dis oh là là, c'est chiant, j'ai pas envie d'apprendre et que je reviens avec un 19, ils étaient pas jaloux parce que je savais m'entourer de potes qui me comprenaient, tout ça. Mais ça pouvait les énerver et c'est quelque chose que je comprendrais toujours. Parce que ça fait chier quand quelqu'un te dit j'ai raté et qu'il ramène une énorme note derrière. Et, ça me suit mais toute ma scolarité. Encore au DUT, on avait cours d'arabe la dernière fois et j'étais en train de discuter avec Clément Cano. Et t'as le prof qui se tourne et qui fait Arsène, encore en train de parler, vous pouvez dire comment ça s'appelle ça? C'était la Sheda. C'était marqué nulle part, mais on venait d'en parler enfin, la première fois, mais je savais que c'était la Sheda. Et du coup, c'est le genre de truc, tac, bah ça maintenant, voilà, la Sheda ça va rester, c'est ancré et ça bouge plus. Et du coup, ça c'est un truc qui était. C'est con que ça devrait pas être pesant, mais c'est devenu. Ça a toujours été pesant. Et en fait, le fait est que du coup, moi je me contentais, je m'en foutais. En fait, j'arrive en 6ème, je dois quoi avoir. Donc je travaille pas. Je travaille pas parce que je m'en foutais des cours. Ça m'intéressait pas et c'était trop facile. Et j'ai 18 et j'ai pas les félicitations parce que élève qui ne fout rien et qui en plus ramène des mots dans le carnet chaque jour. Voilà, donc j'ai 18 au premier trimestre, pas les félicitations, 18 au deuxième trimestre, peut-être même plus parce que du coup j'étais pas content qu'on me les ait pas donné les félicitations, plus toujours pas les félicitations, il va pas me les donner, et troisième trimestre il me les donne parce que du coup j'ai essayé de calmer juste le comportement, mais sur le travail j'étais incapable de travailler.
je ne faisais aucun devoir à la maison, je ne travaillais jamais à la maison. Alors, sauf quand mes parents me forçaient, parce que quand on était plus petits, eux, ils étaient là derrière nous, ils faisaient les devoirs avec nous, vous avez intérêt de les faire. Mais à partir de la quatrième, mes parents ont compris que moi, il fallait me laisser faire tout seul. Et me laisser faire tout seul, c'était que je fasse rien, quoi. Je faisais rien, je faisais pas de devoirs, je faisais aucun exercice à la maison. J'ai jamais été nécessaire pour moi pour les contrôles, pour les gros DS bilans. Tout ce que je faisais, c'était j'attendais la veille j'ouvrais mon cahier, je lisais le cours une fois, je le fermais. Et puis je me disais c'est bon, allez c'est bon, je peux y aller, j'ai bien travaillé. Et là pour moi c'était waouh, ça m'a pris un quart d'heure de lire tout le cours. Non, 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 c'était quel travail je viens de fournir. Et voilà, et ça c'était problématique. Ça l'est toujours, parce que du coup la charge de travail que je fournis est plus élevée qu'avant, mais toujours pas ce que je devrais faire. Je me contente de pour travailler, il faut soit que ce soit dur, soit il faut que ce soit ça m'intéresse beaucoup et que j'ai envie de le faire. Si j'ai envie si ça m'intéresse, tu vois, l'histoire des médias et du journalisme, ça j'ai révisé parce que je trouvais ça intéressant, j'adorais le cours, l'histoire, tout ça, ça m'intéressait. Mais le droit, c'était pas possible, quoi. C'était une torture d'apprendre ce truc. D'aller relire le cours une seule fois, c'était chiant et je l'ai pas fait. J'ai dû le relire une ou deux fois, voilà. Pas plus, parce que c'était pas possible pour moi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je change, je sais, et je travaille encore dessus, parce que lire une ou deux fois, c'est quelque chose que je faisais pas il y a 3 ans, quoi. Ouais. J'ouvrais même pas le cahier, c'était pas la peine. Ouais, c'est sûr, ça prend du temps d'apprendre, mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que ça montre bien. Parce que je trouve que jusqu'au post-bac, en fait, le lycée, jusqu'au lycée, c'est apprendre en fait, apprendre par cœur. Oui. Et en fait, quand t'as une bonne mémoire, ça marche bien, quoi. Et c'est apprendre, pas comprendre. Ça sert à rien de comprendre, exactement. t'as juste à apprendre. Je trouve que c'est un peu triste parce que du coup, c'est grave cool pour toi parce que ça te permet de super bien réussir et tout, mais du coup, ça fait que jamais on te pose une question sur ton esprit critique en fait. Sur tiens, t'en penses quoi toi? Ouais. Et Ouais, là, tout con, mais c'est la première année où je trouve qu'on nous dit tiens, t'en penses quoi toi? On s'en fout, non? Enfin, s'il n'y a pas 4 noms qui disent ce que j'ai envie de dire, quelle légitimité j'ai pour le coup? Ouais, voilà. On en revient au même truc. Ouais, je suis d'accord. C'est sûr que les études m'ont jamais poussé à me plonger là-dedans. Et c'est pour ça que moi, j'ai des gens qui m'ont demandé pourquoi je venais en DUT du coup. Parce qu'ils m'ont dit, voilà, j'avais mis, sans conviction, mais j'avais mis PACES dans mes trucs. J'étais en S et que je me suis dit PACES, donc j'avais été pris en PACES. Hein. Mais il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu vas pas faire Sciences Po, franchement vas-y, on sait que tu vas être pris, vas-y, ça sert à rien de te poser des questions, tu fonces, tout ça. Et moi je leur ai dit c'est plus possible. Moi ça j'en veux plus de ça. Sciences Po c'est 5 ans, moi j'en ai marre. Moi je veux faire maintenant c'est bon, je suis allé jusqu'au bout. Pour la simple et bonne je suis allé jusqu'au bout. Moi ma devise quand j'étais en cours c'était si ça me faisait chier, pourquoi ne rien foutre, ne pas aller au contrôle, tout ça. Parce qu'en fait, je me disais, si j'y vais pas, je prends le risque de redoubler, à ne rien faire, parce qu'on me dit qu'il fait. Et moi, redoubler, c'était pas possible. Parce que pour moi, il faut être bon pour que ça passe le plus vite possible. Voilà. Si t'es bon, tu prendras le chemin le plus rapide pour que ça se termine. Et depuis que c'est terminé, moi j'ai dit, c'est bon, je me replonge pas dans quelque chose que j'ai pas envie de faire, même si c'est des grandes études. Ça. Moi, je suis allé en S pour la simple et bonne raison qu'on disait que c'était la meilleure filière. C'est une connerie parce qu'au final, tu regardes, moi je suis au DUT, il y a toutes les filières dans ce DUT, hein, donc c'était une connerie d'y aller. En même temps, moi c'était la L qui m'intéressait le plus, c'était dans la L que je me voyais le plus parce que c'était là où j'avais potentiellement la plus grande possibilité de pouvoir m'exprimer. Mais je me suis toujours dit que j'aimais les maths, j'aimais bien les maths, j'aimais aussi le français, j'aimais beaucoup l'histoire, je suis un fan d'anglais, tout ça. Mais donc ça c'était tout plus littéraire, il n'y avait que les maths en fait qui me raccrochaient à la S. Et je me suis raccroché à ça, la S m'a jamais mis en difficulté, mais m'a tellement pas du tout intéressé, il n'y avait rien quoi, les cours m'intéressaient pas, et c'est pour ça que j'ai dit c'est fini, maintenant je prends quelque chose que j'aime, et ce que j'aime c'était ce DUT. Et donc j'ai mis dans ses vœux, je me suis dit mon dossier, est-ce que je vais être pris? Résultat, moi j'ai été sur Parcoursup avant il était censé ouvrir à 19h et je suis allé voir à 18h30 parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, ça marche pour moi. Et je suis allé voir et j'ai fait oh putain ça marche, les vœux sont déjà là, et j'ai vu que j'étais pris, et je me suis dit bon à 19h ça va être un bordel,
accepte vite. Ouais. Mes parents étaient pas là, j'étais tout seul chez moi et normalement on a dit qu'on était censé en discuter, mais je me suis dit que de toute façon ils suivraient mon choix, de toute façon, ils avaient pas leur mot à dire et puis je sais qu'ils étaient d'accord, ils étaient à fond derrière moi. Et du coup j'ai tout de suite mis oui, ok j'y vais et j'ai ressenti de la satisfaction à me dire que j'ai choisi en fait. Ouais. Je me suis pas laissé influencer par par les mauvaises langues qui disent quand on est bon en cours il faut faire des grandes études, tout ça. Je me suis pas laissé influencer et aller en DUT va pas m'empêcher de pouvoir potentiellement faire des grandes études derrière. Mais j'ai l'impression que ce DUT il me repose parce que même si je me sens toujours pas dans une grande difficulté, que c'est pas une galère, ça me permet quand même au moins là de kiffer ce que je fais parce que je me plais vraiment dans la formation et du coup c'est pour ça que c'est plus facile pour moi maintenant de quand même aller relire un peu mes cours, tout ça et puis d'arrêter de me poser des questions sur est-ce que ça sert à quelque chose que je fais parce que je sais que ça me sert du coup. Là je me rends compte que ce que je fais ça me plaît et je suis content d'avoir fait pour ce que j'ai fait le bon choix et je suis content d'avoir fait le bon choix. Voilà. Tu m'as parlé tout à l'heure du basket. Tu as commencé le basket quand? J'ai envie de dire j'ai envie de dire à la seconde où je suis né. Moi mes parents ils se sont mariés quand ils sont passés sous les trucs en sortant de l'église, c'était sous des ballons de basket. Là, mon père, il a joué un petit peu en pro quand il était plus jeune. Ma mère, elle a joué en national, elle a été champion de France avec les équipes UNSS. Donc, c'est basket. Donc, je suis né là-dedans. J'ai commencé le basket, je devais avoir. Quand je savais marcher, j'ai appris à dribbler, quoi. Et à 3 ans, ça y est, j'étais inscrit dans un club. Enfin, à la JAV, ça a toujours été la JAV. À 3 ans, et c'était parti. Et j'ai grandi avec le basket. Et pour le coup, le basket, c'est. Ouais, on a dépassé le stade de. On a dépassé le stade de loisir, on a dépassé le stade de passion, on est vraiment rentré dans quelque chose qui est plus proche de la raison de vivre qu'autre chose, quoi. Ça a vraiment pris une place importante dans ma vie. Et ça, je m'en suis rendu compte très tard parce que pendant longtemps, j'ai essayé d'autres sports parce que je me disais que le basket c'était bien à un moment, mais. Et c'est vraiment quand j'ai commencé il n'y a pas eu de déclic, mais je sais que maintenant j'aime le basket. Il y a eu une période où je me suis dit est-ce que j'ai envie de continuer, tu vois. Et aujourd'hui c'est plus le cas du tout. Aujourd'hui je suis complètement dedans. Je pourrais pas faire sans le basket, quoi. Il y a personne qui pourrait m'imposer d'arrêter. Je profite, j'aime ça. Et du coup ouais, ça a c'est une vraie place dans ma vie. Qu'est-ce qui a fait que tu as douté à un moment? Je sais pas, peut-être la redondance. Voilà, c'est court, puis ouais, c'était ça en fait, c'était la redondance du je me lève. C'était l'époque où j'avais entraînement tous les jours, c'était 6 entraînements par semaine et un match le week-end, donc ça faisait 7 trucs de basket en tout et c'était vraiment dodo, cours, basket, dodo, quoi. Et au bout d'un moment ça me commençait à me peser, à me dire moi j'ai pas signé pour ça à la base, moi je veux juste m'amuser. C'était juste ça que je voulais faire à la base et du coup ça m'a fait douter. Et en fait, j'ai été parler à ma coach. Donc c'était en centre de formation, donc c'était normal. C'est moi qui avais choisi. Enfin, c'est pas moi qui avais choisi. On m'avait demandé si je voulais aller en centre de formation. J'aurais pu refuser. Et j'ai dit oui parce que c'était le centre de formation de la JAV. Je vois pas pourquoi j'aurais refusé. Et j'ai dit à ma coach, je lui ai dit ça va plus. Je me plais pas. Il faut que ça change. Il faut que je commence à. En fait, je prenais plus de plaisir. C'était résultat. Et moi, il y a des postes au basket et le poste où j'étais, je commençais à plus donner de. Plus ça allait en fait, plus ça se voyait dans mes résultats qu'il y avait quelque chose qui tournait pas. Et j'ai dit, écoute, il faut que tu me fasses. J'étais poste 3 et j'ai demandé. Le but, c'est pas de savoir ce que ça veut dire, hein, mais j'étais poste 3, j'ai demandé à passer un autre poste, le numéro 4. J'ai dit, il faut que tu me fasses passer poste 4. Et elle m'a dit, bah non, t'es poste 3. Enfin, moi, notre meilleur joueur, il était en poste 4. Elle dit, si je te mets en poste 4, tu joueras plus. Avant, j'étais dans le 5 majeur. Elle dit, si tu pourras plus être dans le 5 majeur si tu passes poste 4, tout ça. Et je lui ai dit, moi, c'est pas ça. Le but, c'est pas de beaucoup jouer. Le but, c'est de m'amuser et c'est d'être efficace pour faire gagner l'équipe. Et je suis plus efficace en 3. Et quand je suis passé 4, dès le premier match, la différence a été flagrante. Et dès le premier match, je me suis remis à tout de suite réaimer le truc. Parce que j'avais enfin un rôle qui me correspondait et je faisais les trucs qui me plaisaient à faire, qui me plaisaient sur le terrain. Parce que je faisais ce que j'aimais faire. Et ça s'est tout de suite rendu compte. J'ai fait mon meilleur match. Le premier, ça a été le meilleur match. Et résultat, le gars qui était poste 4 a été décalé en poste 5 pour que moi je puisse rester poste 4 et pour que lui il sorte pas du 5 majeur parce que c'était le meilleur joueur de l'équipe. Et que du coup je puisse, parce que du coup je réussissais. Et depuis, je suis que 4. Je dis qu'il n'y a pas moyen pour que je joue autre chose. Et c'est tout con, hein, c'est juste un changement de poste. Mais c'est ça qui a fait que j'ai relancé un peu la machine et que du coup tout va bien et que je m'épanouis maintenant.
C'est bien. C'est quoi ton rapport à la compétition du coup dans le sport? Je suis ultra compétitif. Ouais. Enfin, je déteste perdre. Après ça c'est pas unique à moi, c'est pas qu'à moi. Qui aime perdre, mais je déteste perdre. Il y a eu vraiment que quand c'est flagrant, que c'est fait exprès que je perds, que j'aime perdre en fait. Par exemple, quand je fais un jeu de force contre ma petite sœur, quoi. Voilà. Si je perds en force contre ma petite sœur, bon là je vais pas être vexé de perdre. Mais si je perds en force contre un pote, et que c'était pour rire, je vais quand même être vexé pour de vrai. Ça va vraiment me faire suer. Je vais vraiment me dire, ah non, c'est pas juste tout ça. Je suis très compétiteur, j'ai des limites quand même. C'est bien beau la compétition, hein, mais il y a des choses plus importantes dans la vie quand même. Euh, ouais, très compétiteur. Sur le terrain, je suis vicieux. Je suis quelqu'un de très vicieux. Je suis pas méchant, mais je suis vicieux. C'est-à-dire que si un adversaire perd la balle devant moi, on va pas pouvoir m'empêcher d'aller le chambrer, quoi. Vraiment, un gars qui perd la balle devant moi, je vais aller lui applaudir devant le nez en lui disant bravo, quoi. Parce que je suis un compétiteur et que moi ça me plaît d'aller chercher les autres. Et c'est ça, moi c'est ça qui me plaît aussi. Dans le basket, on a le droit de faire ça. Ça s'appelle du trash talk. Et ça, moi, ça c'est quelque chose qui me plaît. Ça c'est quelque chose qui ajoute, je trouve, du piment à la compétition. Et c'est bien, ça fait du bien. Pourquoi ça te plaît? C'est quoi le mécanisme qui fait que ça te provoque du plaisir? Bah déjà c'est drôle le trash talk, il y a du trash talk qui est très très drôle. Et ensuite, vu que je suis fan de NBA, en NBA, un joueur qui trash talk bien, qui est un bon. Alors il faut qu'il assure sur le terrain, hein, tout ça, hein, tu peux pas parler et être nul, hein, ça n'a pas de sens. Mais un joueur qui trash talk bien, ça fait. Généralement ça fait sourire. Les fans comme moi, ça les fait sourire. Et je me dis. Mais je peux être pareil, quoi. Il y a des gars, et puis il y a du trash talk violent, il y a des gens, ils trash talk, mais c'est vraiment pour énerver l'adversaire, et il y a d'autres trash talk qui sont subtils, qui sont intéressants. Par exemple, Michael Jordan, lui, ce qu'il faisait, c'est quand il marquait son premier panier, il allait voir son adversaire, il disait 40. Alors, le gars, il comprenait rien, puis Michael Jordan remettait 2 points, et il disait 38. Et puis il remettait un 3 points, et puis il disait 35. Le gars il comprenait qu'en fait il faisait le décompte en mode avant même le match, je sais combien de points je vais te marquer sur la tronche et tu pourras rien faire pour. Et ça, moi je trouvais ça, moi je me dis c'est du génie. Moi je me suis toujours dit c'est du génie, c'est ça que je veux faire. Alors moi je fais pas ça parce que je suis pas capable de marquer 45 points d'un match, mais juste je trouve ça. Et puis ça fait du bien, ça permet d'extérioriser, ça permet de rajouter du piment. Et certains adversaires qui aiment pas le trash talk bien derrière, après ils s'énervent, tout ça. Et puis, enfin franchement, ne rien faire de mal à un adversaire et qui s'énerve, ça le fait sortir de son match, bah c'est tout bénef. Hein. Au-delà du fait que c'est cool, c'est aussi une stratégie comme une autre. T'as des gens, en NBA, il y a des joueurs, on les recrutait pour qu'ils aillent blesser les autres à une époque. Ils étaient nuls, leur but c'était quand un gars sautait, c'était de les faucher en l'air pour leur casser quelque chose. Comme ça, et oh là là, je suis nul, je me fais éjecter, mais j'ai blessé le meilleur joueur d'en face, nickel. Ça, tu vois, ça c'est quelque chose, je comprends pas. Alors que le trash talk, ça c'est quelque chose que je comprends, il n'y a rien de mal à trash talk, je vais jamais faire du trash talk violent, hein, je vais pas venir et insulter un adversaire, c'est pas ça le but. Mais le but c'est de le chambrer, de lui dire bien joué quand il a fait une passe nulle, lui dire bon tir quand il l'a complètement raté, voilà, et puis c'est drôle, et puis il y en a qui trash talk en face, et moi quand quelqu'un me trash talk, ça m'énerve, mais je me vois en face, et je me dis que bah il doit être sympa le gars, en vrai il doit pas être méchant. C'est quoi ton rapport à la routine? La routine... je m'y fais parce que j'ai tout, enfin, je m'y fais parce que je considère que à notre échelle notre vie elle est quand même plus proche de la routine que celle que peut avoir une star, tu vois, où si elle veut elle fait ce qu'elle veut tous les jours. Nous on peut pas faire tout ce qu'on veut et on est quand même condamné à relativement avoir le même train de vie tout le temps. Du coup je me dis que la routine faut que je m'y fasse. Donc la routine quotidienne dans la vie c'est pas tant un problème que ça, même si ça peut poser problème quand c'est vraiment des jours qui sont copiés-collés, comme je te le disais tout à l'heure. Là ça devient un problème. Mais une routine où on fait sensiblement la même chose et des fois il y a des trucs différents, du coup ça passe, hein. Je peux quand même, c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre, de m'amuser, de sourire, de profiter. Par contre, la routine amoureuse, là, c'est plus problématique pour moi. La routine amoureuse, c'est quelque chose qui pose un problème. Heureusement, j'ai jamais été confronté à me dire il se passe rien, quoi. Il se passe rien du tout. C'est la même chose, mais
du coup, voilà, j'ai ce rapport à la routine qui est pas non plus ultra négatif. C'est pas genre la routine m'effraie au possible. C'est juste, voilà, je pourrais rien faire autrement que de la subir la routine. D'accord. Comment tu te sens par rapport à tes parents? Alors, ça j'aime bien en parler à mes potes de mes parents parce que, parce que déjà, j'aime bien en parler parce que déjà je suis fier d'avoir mes parents comme parents. Et mon rapport avec eux, il est. Moi, j'ai cette chance qui est absolument. Que je considère comme extraordinaire d'avoir une famille, et je parle pas que seulement de ma famille proche, mais d'avoir une famille en général, que ce soit à côté de ma mère ou de mon père, d'avoir une famille soudée, où il n'y a pas de. Il y a pas d'embrouille, tout le monde est. On est tous proches, on peut compter les uns sur les autres. Ça, c'est déjà une chance qui est absolument fantastique parce que ça devient de plus en plus rare de nos jours. Et mon rapport à mes parents, est très positif parce que mes parents, ils ont été durs. Ils ont été durs, mais ils ont tout le temps été justes. Ils ont pas, ils ont jamais été trop loin. Et en même temps, je les respectais. Et en même temps, des fois, et c'est pas, et je dis pas dans le sens négatif, j'avais peur d'eux. C'est-à-dire que des fois, les choses, ce qui m'empêchait de faire une connerie, c'était parce que j'avais peur de ce que mes parents allaient pouvoir me faire derrière. La punition qu'ils allaient m'infliger, que les punitions chez mes parents, ça rigolait pas. C'était pas ouais, pendant 2 jours, tu vas pas avoir le droit de jouer à Nintendo. Les punitions, c'était si tu fais ça, pendant 3 mois, tu vois plus un écran de toute ta vie. Et quand t'es jeune, un écran ça compte quand même. C'est-à-dire que la télé c'est mort, l'ordi c'est mort. Alors l'ordi, je l'avais pas à 6 ans, hein, mais le téléphone, même si le téléphone je l'ai eu en quatrième, c'était un téléphone à clapper, donc ça comptait pas vraiment. Mais tout ce qui était écran, c'était fini. Tu fais ça, tu le regretteras, mais vraiment beaucoup. Et ça, c'était pas possible, parce que quand même, moi je lisais, j'aimais bien lire, donc c'était plus facile pour moi, mais des fois c'était bien de jouer à Nintendo quand même. J'étais un peu comme tout le monde, hein. Et du coup, voilà, après, il y avait des punitions qui étaient comme ça, puis il y avait des punitions aussi plus dures, plus sur l'instant, qui font que tu. Voilà. Moi, je sais que mon père, c'était plus dur de l'énerver que ma mère, mais quand il s'énervait vraiment, quoi. C'était pas rigolo. Ma mère, je sais elle s'énerve plus facilement, mais ça a jamais été trop loin, ça a toujours été juste. Et aujourd'hui, quand des fois, il y a quelqu'un qui peut dire, ouais, je sais pas comment t'as été éduqué, ça, c'est un des trucs qui m'énerve le plus de toute ma vie, quoi. C'est vraiment cette phrase, c'est déjà arrivé que des profs disent ça à des élèves, et moi, ça m'est déjà arrivé qu'un prof me dise ça, ça devait être quoi? Je devais avoir 11 ans, mais à 11 ans, ça m'a pas empêché de lui répondre, vous pouvez parler de tout, mais j'ai parlé jamais de l'éducation que mes parents m'ont donnée, quoi. Ça, c'est quelque chose que je déteste. C'est un des trucs que je déteste le plus, qu'on puisse juger l'éducation de mes parents alors que je considère que leur éducation a été la meilleure possible. Euh, j'ai ce rapport très, très positif où je leur fais confiance, euh, je les aime, ils m'aiment. J'ai pas, je sais que je peux le dire, je sais que je peux leur dire, c'est pas un souci, j'ai toujours été proche, j'ai toujours pu compter sur eux et ils m'ont jamais. Leur avis il est honnête, des fois ce qu'ils me disent c'est pas ce que je veux entendre, mais c'est pas parce que c'est pas ce que je veux entendre que c'est pas la bonne chose, c'est juste leur avis. Et ça c'est quelque chose qu'ils ont réussi à me transmettre, ils ont réussi à me transmettre des vraies valeurs. Mes parents ils ont des vraies valeurs que mon père, ma mère, j'ai envie d'être comme eux plus tard, quoi. C'est vraiment un modèle, c'est vraiment l'exemple sur lequel je me base quand même. D'accord. Et je repense au basket, est-ce que t'en as fait au début pour vouloir plaire à tes parents ou Ouais, oui. Quand on commence, c'est forcément parce qu'on baigne dedans. Si mes parents n'avaient pas été basketteurs, j'aurais probablement jamais fait de basket de toute ma vie. Alors après, quand on a 3 ans, on se rend pas compte. C'est peut-être parce que quand il y a 3 ans, c'est juste que pour moi, il y avait que le basket qui était possible. Mhm. C'était basket partout. Euh, je vois pas comment j'aurais pu à 3 ans consciemment m'orienter vers un autre sport. Ça, c'est quand on est plus vieux qu'on est capable de se dire, de voir à la télé si ça nous plaît. Donc moi, j'ai commencé le basket. Je dirais, si je devais dire un âge auquel on peut commencer à réfléchir, je dirais qu'à 9 ans, on peut commencer à se poser des questions. C'est-à-dire que pendant 6 ans, j'ai fait du basket sans vraiment me poser de questions, juste parce que mes parents le faisaient. Et à 9 ans, c'est là que j'ai commencé à réaliser, à me dire, bon, est-ce que je fais du basket pour mes parents ou pas? Et, euh, et je me suis dit, en fait, c'est 50-50. Je fais du basket parce que enfin, parce que j'aime ça déjà, hein, j'aime le basket, mais et parce que j'ai l'impression que c'est un peu, pas ma destinée, mais c'est juste, c'est comme ça que ça doit être.
Et de l'autre côté, je me disais, je fais du basket parce que je veux pas que ça déplaise à mes parents. Mes parents, ils m'ont déjà posé la question, c'était assez récemment d'ailleurs, de savoir est-ce que j'ai fait du basket pour eux. Parce que eux, ça les dérangeait que je puisse avoir fait que ce sport, juste parce que eux, ils le faisaient, parce que eux, ils voulaient pas. Ils voulaient pas influencer mon choix. C'était pas leur but. Ils étaient contents que je fasse du basket, mais ils voulaient que je fasse surtout ce qui me plaise. Et aujourd'hui, voilà, je fais ce qui me plaît et je regrette pas du tout d'avoir fait que du basket toute ma vie. J'ai pu essayer le judo. Je faisais pas de judo parce que j'étais puni à cause des bavardages. Donc j'étais pas sur le tatami. Pendant que les autres ils faisaient le phoque, moi je faisais rien. Le foot, j'ai jamais aimé ça, j'ai jamais aimé l'état d'esprit. Même quand j'ai essayé, je crois que je devais avoir 8-9 ans. Et déjà à 8-9 ans, je me disais c'est quoi cet état d'esprit. J'étais, c'est pas possible. Et j'ai essayé le rugby. Bon, voilà, vous voyez pas parce que c'est juste à l'oral, mais j'ai pas un physique du rugbyman. Voilà, donc clairement le rugby c'était pas possible non plus. C'est les 4 sports que j'ai essayé. Enfin, c'est trop. En comptant le basket, ça fait 4. Et j'ai toujours eu 2 yeux que pour le basket. D'accord. Et en général, est-ce que il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, ok, là, mon but et ce que je fais dans ma vie, c'est pour plaire à mes parents? Bah, y a pas eu un but précis où je me suis dit je dois plaire à mes parents, mais par contre, ouais, je me suis toujours dit que je dois réussir pour plaire à mes parents. Mhm. Enfin, pas pour leur plaire, parce que je sais que je leur plairai dans tous les cas, quoi que je fasse, même si, quel que soit le métier que je puisse avoir, mais pour les rendre fiers. Je me suis toujours dit que je devais les rendre fiers. Ramener une note à la maison, moi, enfin, comme je te l'ai dit, les courses ça m'intéressait pas, je m'en foutais de la note que je pouvais ramener. C'était pas ce qui m'importait, c'était pas quand le prof me disait t'as eu 20, j'esquissais même pas un sourire, je prenais la copie, c'était d'accord. Au fond de moi, j'étais quand même content, je vais pas dire que j'étais content, mais ça m'apportait rien de plus. Ce qui me rendait heureux, c'était d'avoir les félicitations de mes parents quand je leur annonçais le 20. C'était ça qui me rendait heureux. Ça a toujours été que ça qui comptait, moi. Moi, quand je faisais des contrôles, quand je faisais un contrôle, la seule chose à laquelle je pensais, c'était réussir pour mes parents. Même pas pour personne d'autre, ça a toujours été vraiment pour mes parents. C'était l'objectif de l'objectif de vie. Voilà, j'avais pas un but précis, mais je me suis dit ce que je fais, il faut que ça les rende fiers. Il faut qu'ils soient fiers de moi. Est-ce que ça, un jour, ça t'a empêché de faire des trucs? Où tu t'es dit, si je fais ça, même si ça me plairait, même si je sais que c'est pas dangereux, ou voilà, je le fais pas parce que Ouais. ils apprécieraient pas. Oui. Je suis sûr que ça m'est déjà arrivé. Un exemple précis en tête, ça me vient pas tout de suite, mais je sais que j'ai tellement attaché trop d'importance, alors que eux, ils m'ont jamais dit. Encore une fois, c'est pas leur faute, c'est juste personnel de se dire j'ai envie de remplir mes parents. Mhm. Mais je suis sûr que c'est déjà arrivé. Me connaissant, ça a dû arriver pour plein de choses, même parfois des trucs qui relèvent plus de l'anecdote que d'autres choses. Mhm. Mais de me dire voilà, et pas forcément pour les rendre fiers, mais peut-être pour pas juste pour pas les décevoir, tu vois. La peur, pas, je l'ai pas fait parce que je savais que ça allait pas les rendre fiers, mais je l'ai pas fait parce que je pensais que ça allait peut-être les décevoir que je fasse ça, tu vois. Et pour moi, c'était pas possible. Je, j'étais, en fait, j'ai toujours été parmi les plus, même si j'étais une boule de nerfs, j'étais toujours parmi les plus sages quand même de mes amis. En fait, j'étais une boule de nerfs, mais toujours très dans le cadre, tu vois, dans les règles. Ouais. Tu vois, jamais faire quelque chose qui est interdit, surtout pas, tout ça. Alors que mes potes, c'était des boules de nerfs, et forcément, il y avait une plus grande probabilité que eux, ils restent pas dans ce cadre-là. Et en fait, je savais que j'allais jamais décevoir mes potes, quoi que je puisse faire, parce que je savais qu'ils étaient capables de faire pire. Mhm. Et du coup, j'avais pas de copine. Mon frère, il s'en foutait, comme je te l'ai dit, lui, il fait sa vie. Ma soeur était pas née, donc, parce qu'on a vraiment beaucoup d'écart quand même. Et du coup, les seules personnes à qui ça pouvait, ça allait avoir un impact, c'était mes parents. Donc il y avait que ce que je faisais, il y avait beaucoup de l'impact que ça allait avoir sur mes parents prenait une place très 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 importante dans les choix que je faisais. Ouais. Tu t'en es détaché ou pas encore? Je m'en suis détaché. Je m'en suis détaché parce que en fait le simple fait que je vienne en DUT, tu vois, si j'étais toujours sur ce truc-là, je sais que eux ils sont heureux, ils sont heureux que je sois dans ce DUT, ils le sont vraiment. Pour eux c'était hors de question que je fasse quelque chose qui me plaise pas. Mais je sais que si j'avais été dans le même état d'esprit, comme je te dis, eux ils me l'ont jamais dit, mais inconsciemment je voulais quand même les rendre fiers. Et je sais que si j'étais dans le même état d'esprit, je serais probablement en Sciences Po actuellement. Dans quelque chose qui me plaît pas du tout,
mais dans lequel ils pourraient se dire, ouais, notre fils c'est en Sciences Po, quoi. Alors que mes parents, c'est pas ça qui les rend fiers, c'est pas ça qui les rend heureux. Mes parents, ils s'en foutent de où je puisse me trouver. Ce qui les rend heureux, eux, c'est de savoir que moi je suis heureux. Et le reste, ça n'a pas d'importance. Que je sois l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus intelligent du monde, ou l'homme le plus pauvre, ou le plus bête, ce qui compte, c'est que pour eux, le seul truc qui les importe, c'est que je sois heureux. Et c'est pour ça qu'ils m'ont poussé à aller dans ce DUT. Ils ont été les premiers à me dire, fonce quoi. Si c'est ça qui te plaît, si c'est ça que tu as envie de faire, pourquoi hésiter, pourquoi réfléchir Et c'est une chance de pouvoir être poussé comme ça par des parents qui sont. Voilà, moi, mes parents, ils sont kinés, ils gagnent bien leur vie, on mène une belle vie, on n'a jamais manqué de rien. Voilà, et le but pour eux, c'est pas l'argent que tu gagnes à la fin du mois. Tu vois, c'est eux, ils font pas kiné pour l'argent qu'ils vont gagner à la fin du mois. Ils font kiné parce que voilà, mon père, c'est jamais arrivé qu'il ait pas envie de travailler, quoi. Il aime son métier, même si c'est dur, même s'il travaille beaucoup. Le plus important, c'est qu'il fasse ce qu'il aime. Et comme vu que c'est le cas, et bah, il peut que pousser les enfants à faire la même chose, quoi. C'est cool, c'est hyper positif, je trouve. Ouais. Tu m'as dit un truc tout à l'heure, je trouvais que c'était intéressant. C'était, j'ai des amis avec qui je sais que je me suis bien entouré. Est-ce que pour toi c'est primordial de bien s'entourer? Ouais, c'est primordial parce que c'est. En fait, moi je suis quelqu'un d'assez social. Je suis timide, mais alors, c'est très particulier. Je suis timide uniquement avec les filles. J'ai toujours eu un rapport aux filles et ça a évolué depuis que j'ai eu mon premier amour. Mais j'ai toujours eu ce rapport où je me disais je peux pas être ami avec des filles, j'ai trop peur des filles. Et du coup, j'ai toujours été à l'aise. C'est-à-dire que je pouvais pas aller vers une fille, mais si une fille venait me parler, j'étais toujours très à l'aise. La discussion, ça a toujours été très facile. Comme je te dis, à l'oral, je me suis toujours plu dans l'oral. Et discuter avec quelqu'un n'a jamais été un problème, que ce soit un adulte ou pas, j'ai toujours aimé ça. Et du coup, mes amis, j'avais cette chance de pouvoir du coup avoir le choix de me dire, bon, je sais que je peux aller parler à toutes ces personnes, je sais que je pourrais leur parler, avec lesquelles j'ai envie de rester proche, quoi. Et du coup j'ai pu faire des choix et m'entourer de personnes. Et ça c'est quelque chose par exemple où je ne me remettrai jamais en cause. C'est mon entourage, mes proches, amis. C'est quelque chose vraiment où je suis intimement convaincu, je suis persuadé à 100% que toutes les personnes de qui je suis entouré sont que des personnes qui m'apportent quelque chose. Je m'entoure pas de personnes qui m'apportent rien. Je restreins mon champ d'amis simplement à ceux qui vont me tirer vers le haut. Et ça fait que j'ai fait plein de rencontres, mais il y a un nombre très petit d'entre elles qui sont restées des amis très proches. Et les gens avec qui je me suis éloigné, parce que je me suis dit, voilà, si on s'éloigne, il y a une raison. Cette raison fait qu'on est plus proche. Si on est plus proche, est-ce qu'il m'attire encore vers le haut? Si c'est pas le cas, est-ce que ça vaut encore le coup que je continue à parler? J'avais mon tout premier ami, mon tout premier vrai ami. Aujourd'hui, on se voit plus du tout. On se dit bonjour quand on se croise, on dit ça va, tout ça. Mais on se parle plus du tout parce que voilà, ça a été mon ami quand j'étais en maternelle, je l'ai rencontré. Ça a duré jusqu'au collège. Mais aujourd'hui, voilà, c'est plus le cas. Par contre, j'ai quelqu'un que j'ai rencontré en fin de primaire, qui s'appelle Baptiste, et qui aujourd'hui est et restera jusqu'à probablement la fin mon meilleur ami, parce que voilà, je sais que si on se voit plus beaucoup, c'est pas parce qu'on se voit plus que ma relation avec lui elle va changer. J'ai toute ma confiance à placer en lui. Et Baptiste et moi, on est très différents. On a des points communs. On est tous les deux des boules de nerfs, un peu fous, un peu voilà. Mais il y a des choses sur lesquelles on est très différents. On ressent pas les mêmes émotions, on gère pas les situations de la même manière. Et justement, c'est ça qui est utile. C'est ça qui me permet de me tirer vers le haut. Quand lui, il me dit, parce qu'on sait qu'on est 100% honnête l'un avec l'autre. Moi, je suis 100% honnête avec tout le monde. Ça, c'est un principe de base. Et je sais que du coup, si je lui donne ma confiance,
j'ai aucune crainte à avoir. Et ça, c'est le cas avec Baptiste et avec tous mes amis. Si je leur dis les choses, c'est que je sais que ça va m'apporter de leur dire. Je sais qu'il n'y a pas de raison, et je suis pas inquiet quand je dis quelque chose à mes amis. Je me pose pas la question de me dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, tout ça. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis fier de moi. Je suis fier de moi parce que je suis fier de mon entourage. Je suis fier de tous ceux qui m'entourent, d'avoir des amis qui sont là pour moi, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est par exemple là où je me suis donné une légitimité, c'est la légitimité de me dire que je savais faire les bons choix pour m'entourer. Alors, peut-être que pour le moment je ne l'ai jamais regretté. C'est jamais arrivé que je sois trahi par un de mes amis d'une manière très cruelle qui me fasse vraiment mal. Ça n'est jamais arrivé, et ça me conforte dans l'idée que du coup j'ai fait les bons choix, quoi. Voilà. C'est cool, c'est bien d'être conscient en fait du fait que s'entourer c'est aussi quelque chose d'actif en fait. T'es pas passif dans le fait de t'entourer, tu choisis entre guillemets aussi, et tu te dis ok ben là je veux creuser, là je veux pas creuser. Et je trouve que c'est une super bonne approche. Bah oui, il y a déjà des gens que j'ai rencontrés, j'ai discuté, tout ça. Pendant longtemps, pendant longtemps, on a pu avoir des discussions de 3 heures, et à la fin, je savais que cette personne, bah non, ça allait pas devenir mon ami. Parce que, pas forcément parce que c'était une mauvaise personne, je dis pas que si t'es pas mon ami, t'es une mauvaise personne, c'est pas ce que je veux dire. Il y a une question de compatibilité aussi. Voilà, la compatibilité, est-ce que tu vas m'apporter quelque chose. Pour moi, un ami, c'est pas juste un bouche-trou qui fait passer le temps. Pour moi, un ami, pour que j'appelle quelqu'un ami, il y a une différence entre pote et ami, pour que j'appelle quelqu'un ami, il faut que ce soit quelqu'un qui me tire vers le haut, qui m'aide à m'améliorer, à toujours être le meilleur possible, la meilleure personne possible. Ça s'est passé comment pour toi l'arrivée au collège ? Ça s'est passé très bien. Ben, moi, j'ai cette chance de ne jamais avoir été harcelé. J'ai jamais été harcelé. Alors en grande partie et c'est tout con, parce que je suis très grand et que c'est intimidant. Le fait de, voilà, je fais 96 et j'ai toujours été grand, et grands pieds, grandes mains, tout grand. Et du coup, j'ai jamais été harcelé. J'ai eu une période en primaire où j'ai été embêté. Mais pour moi, le harcèlement, c'est un mot très fort. Et il faut pas l'utiliser à toutes les fins. Pour moi, c'est vraiment, voilà, il faut peser les mots, et je n'ai jamais été harcelé. Donc l'arrivée au collège s'est fait très simple. C'était voilà, les cours m'intéressaient pas, mais j'avais mes potes, je m'amusais avec eux, je prenais des mots dans le carnet, et voilà, et je rentrais chez moi, je jouais au basket. Ma vie était comme ça. C'est pour ça que je te dis que je regrette rien, c'est parce que j'ai vécu une vie. C'était cool, je me prenais pas la tête. Pour moi, j'étais juste un gosse normal, quoi, qui vivait sa vie, qui s'amusait, voilà. Quand tu parles d'embêtement, c'est quoi ce qu'il y a derrière ? Bah, les embêtements, ça a duré, je dirais que c'était compliqué parce que j'étais petit, donc c'était en primaire. Du coup, quand on est petit, c'est compliqué de remettre les choses dans l'ordre. C'était des gens avec qui j'étais pote une fois, et puis le lendemain, ils allaient me faire des coups dans le dos. Voilà, des trucs pas rigolos. Mais je me suis jamais senti oppressé au point de me dire ma vie ça va pas, tu vois, au point de revenir. J'ai déjà pleuré une fois pour un truc qu'ils m'ont fait, mais c'était jamais. Franchement, je me suis toujours dit que j'étais quand même conscient à cette époque qu'il y avait pire. Et parce qu'on a tous déjà été témoins de harcèlement, et quand j'étais en primaire, je réagissais pas comme personne, parce que je réalisais pas, tout simplement, parce que j'avais pas le recul nécessaire. Ça, c'est arrivé plus tard, le recul nécessaire. Du coup, non, je me suis jamais considéré comme harcelé. C'est pas une période qui m'a pas. Je tire aucun traumatisme de cette période. C'est-à-dire que je m'en souviens, et ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que c'est arrivé, et ça ne m'a pas impacté, quoi. C'est des choses qui m'impactaient sur le coup, où je rentrais le soir et j'étais triste de ce qui venait de se passer, mais ça a pas bousillé ma vie, ça a rien changé à ma vie. Voilà, donc à partir de ce moment-là, c'est impossible de pouvoir parler de harcèlement. Voilà. Pour moi, c'est ma vision des choses, évidemment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Je te retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette interview. En attendant, je t'invite à suivre le Canap sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles il est disponible, ainsi que sur YouTube et Instagram. Je te dis à la semaine prochaine
prends soin de toi.